Alors, après le premier dashboard, for those who surround you, need no funny kind. You can't see what's. Ça commence bien. Marketing Makers, c'est une communauté où on parle des nouvelles technologies et on parle de marketing. C'est une communauté assez récente. On approche les 100 membres actuellement et vous pouvez vous inscrire également gratuitement si des sujets nouvelles technologies et marketing vous intéressent. Vous allez y retrouver une communauté où vous pouvez échanger, mais aussi partager des ressources, y trouver des ressources et aussi et surtout avoir des réponses à vos questions sur différents sujets avec différents autres experts de différentes disciplines du marketing. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Évidemment, Marketing Makers offre aussi des services, notamment de dashboarding pour mesurer toutes vos performances de toutes vos campagnes autour de vos opérations marketing. Donc, ça, c'est pour la présentation Marketing Makers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carole Dablon. On va parler de copywriting et on va parler de ChatGPT. Ceux qui étaient là il y a 2 semaines savent qu'on a déjà abordé ChatGPT, mais sous l'angle plutôt légal de la propriété intellectuelle et aussi du GDPR. Ce sont vraiment des questions de base qu'il faut se poser si on décide d'implémenter ChatGPT à plus grande échelle dans son entreprise. Donc, vous pouvez retrouver d'ailleurs le replay de ce live dans la communauté. Vous pouvez, alors petite information pratique avant qu'on démarre, vous pouvez évidemment participer à cette session, puisque c'est une session qui se tourne évidemment sur l'échange et l'interaction, donc il ne faut surtout pas hésiter à utiliser le chat qui se trouve sur votre droite. Et je vois qu'effectivement le chat est déjà bien utilisé. N'hésitez pas à y poser vos questions tout le long du webinaire. Il y aura de toute façon 15 minutes qui seront réservées au webinaire, mais on va de temps en temps jeter un œil au chat pour voir s'il ne convient pas mieux parfois de répondre directement à la question en fonction de ce qu'on est en train d'aborder. Voilà, là, ça c'est pour les informations pratiques. Carole, bonjour. Hello. Alors Carole, ton métier c'est de créer du contenu. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur toi, qui tu es, ce que tu fais? Oui, bah écoute, comme tu le dis, moi je suis romaniste de formation, donc j'ai toujours bien aimé écrire. Et puis j'ai fait un master en commu et j'ai travaillé dans le marketing digital pendant, c'est dur à dire, mais ça fait bien 15 ans là. Oups. Moi, j'aime bien aussi justement rassembler ce côté marketing et puis ce côté contenu qui me plaît, parce que je trouve que c'est vraiment un super outil pour communiquer. Et j'en ai fait mon métier maintenant, et donc je suis freelance en communication et en content marketing. Et donc, j'essaie vraiment d'aider des structures à trouver leur message, à trouver leur contenu, à le raconter aussi sous différents formats. Et je trouve que souvent, les gens sont assis sur des super belles histoires et qu'ils n'en ont toujours pas toujours connaissance, ou en tout cas, tu vois, conscience. Et donc, moi, avec mon regard un peu extérieur, j'essaie justement de capitaliser sur ces histoires-là. Et puis, de voir comment aussi, avec le contenu, on peut générer un certain return aussi, notamment avec le référencement, d'obtenir plus de trafic, etc., de fidélité, d'engagement. Donc, voilà un peu ce qui m'occupe au quotidien. Super. Écoute, merci d'être là. Avec plaisir. Je te laisse partager ton écran. Comme ça, tu peux partager tes slides. Tu démarres quand tu veux. Évidemment, comme je l'ai dit, hein, ces lives se veulent interactifs, portés sur l'échange, le partage d'expériences. Et j'en profite d'ailleurs pour lancer un petit appel. Si vous voulez échanger sur une thématique en relation avec le marketing et les nouvelles technologies, par exemple, vous prenez votre discipline et vous mixez ça avec ChatGPT
et que vous avez des choses à partager, envoyez-moi un petit message, postez-le simplement sur la communauté et on programmera une nouvelle session sur cette thématique-là. Le but, c'est vraiment de se dire, bah voilà, j'ai testé les choses, voilà ce qu'il en ressort, voilà les bonnes pratiques que je note, voilà les learnings, et on échange ça durant ce genre de session. Voilà. Ben voilà, tu peux y aller, tu peux partager tes slides et on est parti. Cool, mais déjà peut-être en intro, c'est vrai que quand on est copy, en tout cas, enfin, on rédige du contenu, qu'on travaille dans la communication, ben il y a moyen de voir parfois ChatGPT comme une forme de menace ou de dire tiens comment ça va impacter notre job, etc. Et il y a un peu deux solutions, hein. Soit on se roule en boule et voilà on vit un peu dans la crainte, soit on essaie d'affronter le truc et on poigne dedans et on essaie de voir comment cet outil peut être un facilitateur. Et donc, du coup, c'est vrai, quand tu m'as proposé de faire cette petite intervention aujourd'hui, je me suis dit, bah, c'est vrai que c'est un peu l'occasion. Moi, je suis pas, je veux dire, une pro de ChatGPT, j'utilise pas H24, mais j'essaie vraiment de découvrir comment cet outil peut m'aider. Et c'est l'occasion, bah, aujourd'hui, de partager un peu ça aujourd'hui avec un regard, justement, encore de personnes qui découvrent l'outil. Et je crois que c'est ça qui est gai dans la pratique de ça, c'est qu'on peut vraiment trouver des super chouettes manières de l'utiliser. Moi, j'ai essayé de vraiment faire ça avec mon regard, fatalement avec mon métier, quoi, de copie, entre autres, et de communicante. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je pouvais l'utiliser, en quoi ça pouvait m'aider? Bah, je pense que clairement, ça peut vraiment aider à générer des idées, hein. Il y a des moments où on peut avoir cette espèce d'angoisse de la page blanche, à pas trop savoir quoi dire. Ben, là, clairement, ça peut aider. Du style, voilà, est-ce que tu peux me donner des idées de posts ou d'articles sur telle thématique? Ça peut fonctionner. C'est aussi chouette parfois de lui demander plusieurs versions d'un titre, par exemple, ou d'une idée, pour pouvoir aller choisir dedans celle qui nous convient le mieux. Clairement s'inspirer, hein. Ça peut donner des idées de jeux de mots, ça peut aussi faire des exercices de style, par exemple, transforme ce contenu à la manière de. Donc, on peut avoir un nouvel éclairage sur un contenu. Ça peut aider à valider aussi. Là, dernièrement, je devais écrire un contenu pour Wikipédia, ce que j'avais pas spécialement fait au préalable, et j'avais un peu une structure en tête, et je l'ai confronté avec ChatGPT, et les infos qu'il me donnait n'étaient pas bonnes parce que j'avais plus d'infos que lui puisque j'étais à la source fatalement. Mais par contre, la structure qu'il m'a suggérée était plus pertinente que celle à laquelle j'avais pensé au départ. Et donc, ça m'a permis en fait de jouer un peu avec les blocs de mon contenu pour optimiser ma structure. Ça peut aussi, par exemple, rappeler certains codes. Imaginons, on doit rédiger un communiqué de presse. Souvent, dans un communiqué de presse, il y a un petit quote, une citation d'une personne. ChatGPT va l'intégrer et donc ça peut nous faire rappeler que ah oui, faut pas que j'oublie ce code-là, par exemple. Aussi recycler des contenus existants, hein. On est clairement dans cette idée de comment est-ce qu'on fait plus avec moins, donc de l'upcycling de contenu. Ben voilà, imaginons on a écrit déjà plusieurs contenus l'année dernière sur ce qu'on fait au niveau bien-être de nos employés, etc., qu'on veut le remettre à jour ou le repimper avec aussi de nouvelles infos. Ben ça peut clairement être une bonne idée de le remettre à jour avec l'input de ChatGPT. Donc, en somme, moi, j'ai l'impression que c'est pas un outil qui va vraiment faire le travail à ma place, en tout cas pour l'instant, et heureusement, parce que ça va pas remplacer mon cerveau ou l'expertise que je peux avoir. Mais par contre, ça peut clairement aider à la décision, faire des choix, trancher entre deux choses ou se conforter quand on a peut-être un doute, quoi. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Maintenant, il n'y a rien à faire, et désolée pour les plus paresseux d'entre nous, ça ne nous empêche pas quand même de réfléchir en amont. Parce que je pense que tu l'avais dit, Jérémy, dans un de tes précédents webinaires, tu avais un peu comparé ChatGPT à un stagiaire. Si on reprend un peu cette métaphore, et on a tous été stagiaires un jour, on a clairement besoin, dans ces cas-là, d'avoir un briefing très clair avec quelque chose de bien structuré. Si on veut que le résultat soit bon, on doit, si on encadre une personne, lui donner un maximum d'informations à la base. C'est un peu la même chose pour ChatGPT. Il va avoir besoin qu'on prépare le terrain. Dans le cas, par exemple, du copy ou même de la création de contenu en général, ça ne nous empêche pas, et c'est même important, indispensable, qu'on se pose un minimum de questions avant de démarrer. Ça ne va pas être une grande surprise pour vous, je les ai juste rassemblées ici. C'est vraiment de se dire, bon, ok, je veux créer un contenu, mais ça va être quoi mes objectifs avec ce contenu? Je veux vendre, je veux créer de la visibilité, etc. Surtout,
je m'adresse à qui? Et là, on peut vraiment aller dans les détails, hein, en donnant, par exemple, une notion d'âge, une notion de genre, une notion de je m'adresse à des employés ou je m'adresse plutôt à plutôt des membres de la direction, enfin d'être assez précis dans la cible. Clairement, les messages hein, que je veux faire passer, les valeurs que je veux véhiculer, la perception que j'aurais envie d'avoir avec mon contenu, évidemment où et quand sera diffusé le contenu, hein, le format, avec quel visuel, etc. Et à la fin, l'objectif quand même, c'est que le contenu, il est un but. Quelle action je veux encourager ou, en jargon, quel CTA je veux prévoir. Donc, je pense que le fait d'utiliser ChatGPT, clairement, ne nous empêche pas et même nous encourage à vraiment poser tous ces points au préalable, que ce soit vraiment déjà bien clair pour nous dans notre tête avant de démarrer avec cet outil. Si je prends par exemple l'exemple du titre, parce que le titre c'est quand même un truc où on peut un peu se casser la tête. Enfin, en tout cas, on a parfois tendance à le négliger, alors qu'en fait on voit clairement que c'est un des éléments qui sont les plus importants, tant pour le lecteur que pour les robots de Google. Donc ça vaut la peine d'y passer du temps. On sait qu'un titre doit être court. On recommande en général les 70 caractères. En tout cas, c'est souvent quelque chose que les moteurs de recherche utilisent. On sait qu'il doit être simple, clairement, donc facile à appréhender, donc quelque chose qu'on peut comprendre en un regard, genre par exemple une liste, les 5 conseils, des questions, comment, un mode d'emploi, le meilleur ceci, donc quelque chose de facile. En lisant le titre, on va comprendre ce qu'on nous veut. Et c'est aussi important qu'un titre il soit interpellant, il soit inspirant, en tout cas, il génère de l'émotion. Et puis surtout, que la promesse soit tenable. Donc, si on met par exemple tout savoir sur la gent féminine, il faut après être sûr de pouvoir tenir sa promesse. Donc, on ne doit pas non plus se survendre dans un titre. On doit, je pense, être assez modeste pour ne pas décevoir le lecteur par la suite. J'ai mis Daenerys parce que je trouve que son titre, il claque évidemment. Et là, je me suis demandé, tiens, voilà, ça c'est quelques ingrédients d'un bon titre. Comment est-ce que ChatGPT peut éventuellement m'aider à les améliorer? J'ai pris un exemple de titre ici, que je trouvais un peu alambiqué et un peu long. Donc, êtes-vous déjà demandé quels sont les facteurs qui contribuent au bonheur au travail? Voilà, il y a certains éléments qui sont là, hein, mais par rapport aux ingrédients, tout n'y est pas. Et donc, je lui ai demandé dans un premier temps, voilà, est-ce que tu peux me trouver un titre plus court, impactant, en vous, sous forme de questions? Et il m'a donné quelques suggestions, genre qu'est-ce qui rend réellement heureux au travail, ou vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qui contribue vraiment à votre bonheur au travail? Mais j'aimais pas trop. Enfin, je trouvais pas ça spécialement dingo, donc je voulais un petit peu le challenger. En tout cas, j'avais une idée en tête de comment ce titre pouvait être meilleur, et ça collait pas. Et du coup, après, j'ai un peu restructuré ma question, et je lui ai dit, voilà, améliore ce titre en le rendant plus impactant, plus court, en s'adressant en vous au lecteur et en posant, j'ai même fait une faute, une question. Et là, il m'a sorti, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux au travail? Qu'était-ce que j'avais envie d'avoir? C'était le titre qui me paraissait le meilleur, quoi. Et donc, en fonction finalement de ce que je lui demande, ou du rôle en tout cas que je lui donne, clairement, le résultat va vraiment différer. Mais si je lui ai donné un peu tous mes ingrédients, je l'ai investi de cette mission d'améliorer le titre, que je n'avais pas fait au préalable. Et puis, j'ai réussi à avoir quelque chose qui me paraissait bon. Donc, voilà, c'est vraiment un outil qu'il faut arriver à dompter et ça implique aussi que moi, j'arrive à bien formaliser ce que j'attends de lui en amont. Et aussi, voilà, ça me permet de confronter un peu mes idées. Et en l'occurrence, ça a validé mon choix ici pour ce titre. Si on reprend aussi la rédaction de contenu de manière générale, il y a quelques petites astuces que moi je recommande toujours d'appliquer parce que je pense qu'elles ont vraiment un impact assez important alors que honnêtement c'est pas quelque chose de complexe à mettre en place. Quand on rédige du contenu, on encourage souvent à utiliser ce qu'on appelle des nombres et des mots magiques. Donc par exemple, on sait que si on dit 3 conseils ou 5 conseils, ça aura plus d'impact que si on dit les 14 conseils, quoi. Donc, il faut que notre cerveau soit capable de comprendre le nombre et de se dire, OK, ça va pas être trop long. Donc, on doit vraiment avoir certains nombres magiques comme 3, comme 5, par exemple. Et des mots aussi, clairement, qui vont fonctionner plus que d'autres. Il n'y a rien à faire du style
Voilà, commander maintenant ou cadeau ou même gratuit. Moi, si je suis pas fan de ce mot, c'est clair qu'il a souvent un impact. En tout cas, quelque chose qui montre que l'action est à faire dans un délai assez court. Donc, tous ces mots magiques-là sont intéressants à utiliser, surtout dans les titres. On sait que les phrases doivent être courtes. Et c'est clair qu'à l'école, on nous a souvent appris à voilà, faire des phrases longues, à utiliser des tas de conjonctions, à s'écouter un peu parler. Et quand on écrit, notamment pour le web, on se doit d'être beaucoup plus court. Donc, notamment de respecter cet impératif de tenir en 18 mots max. Moins, c'est encore mieux, mais déjà 18 mots, on se rend compte que c'est pas si simple. C'est aussi important que les phrases elles soient actives, donc limiter toutes les tournures un peu passives qui sont lourdes et qu'elles soient au présent. Ça, c'est tout simple. Je prends souvent l'exemple du slogan de McDonald's, venez comme vous êtes. C'est vraiment important qu'on parle au présent parce que ça indique qu'on veut que l'action soit faite aussi au présent et que le futur, c'est quelque chose de plus complexe, de plus lourd, que le présent est beaucoup plus compréhensible. Même si on veut que les personnes fassent une action dans le futur, c'est intéressant d'utiliser le présent. Et puis, voilà, on évite tout ce qui est plus jargon, tout ce qui est acronyme, choses compliquées. Et on choisit aussi des verbes d'action. Par exemple, on ne dit pas passer commande, on dit commander, on ne dit pas procéder au nettoyage, on dit nettoyer. On essaie vraiment d'aller droit au but. Donc là, idem, tenons compte un peu de ces quelques règles d'or. J'ai essayé un petit peu de dompter l'outil. Et donc, j'avais un petit texte qui était un petit peu lourd sur, voilà, les commerçants peuvent jouer un rôle important dans la transition écologique en adoptant quelques mesures simples. Et fatalement, c'est un texte un peu impersonnel puisque on ne parle pas en vous, il n'y a pas d'action très claire à entreprendre, etc. Donc, finalement, la personne qui va lire ceci ne va pas spécialement se sentir ultra concernée. Et donc, je lui ai demandé comment est-ce qu'on peut essayer de rendre ce contenu justement plus interpellant. Et donc, je lui ai dit, transforme ce paragraphe en utilisant des phrases actives, au présent, impactantes. Adresse-toi au lecteur en utilisant le vous et en lui posant des questions pour l'impliquer, toujours en utilisant le présent. Adopte un ton convivial, pas trop formel. Et alors là, j'ai eu un contenu qui était beaucoup plus sympa. Chers commerçants, vous détenez le pouvoir de faire une réelle différence dans la transition écologique. Comment? En adoptant dès maintenant quelques mesures simples, vous pouvez jouer un rôle essentiel et ce n'est pas tout. Ces mesures pourraient même vous faire économiser de l'argent. Honnêtement, il y a déjà des trucs très sympas, mais parfois il va peut-être un peu comment pouvez-vous réduire votre consommation d'énergie et diminuer ainsi votre empreinte carbone? Quels investissements pourraient être bénéfiques pour vous? Prenez le contrôle de votre impact environnemental dès aujourd'hui. Il y a vraiment du bon, je trouve, là-dedans. Je l'utiliserai pas tel quel, parce que par exemple, je suis pas fan de la phrase « ces mesures pourraient même vous faire économiser de l'argent ». Je pense qu'il y a vraiment moyen de la tourner de manière beaucoup plus impactante. Mais par rapport au texte qui était un petit peu longuet et un petit peu lourd d'avant, je vois tout de suite qu'il a réussi à appliquer les ingrédients de ma recette et qu'on est dans quelque chose d'un petit peu plus friendly quand même. Donc, c'est rare quand je peux utiliser tel quel et c'est pas vraiment le but de toute façon puisque moi j'aime écrire donc j'ai pas envie que quelqu'un fasse à ma place de toute façon. Mais ça peut clairement donner des bonnes idées ou en tout cas peut-être lancer un peu le truc au départ si on cale un peu, quoi. Ça va toujours jusque-là? Oui, nickel. On est dans les temps, hein. On avait Cool. prévu au moins une demi-heure. Il y aura encore 15 minutes de questions-réponses. Alors, évidemment, ça me donne envie à chaque fois de partager moi-même hein, certaines choses. Est-ce que, Carole, tu veux que je partage déjà mon écran maintenant pour le montrer ou tu préfères qu'on le fasse à la fin? Comme tu veux, je peux peut-être parler de Tone of Voice si tu veux et comme ça tu me montres après si tu as des choses inspirantes à dire par rapport à ça. Avec plaisir, on fait comme ça, ouais. Cool. Oui, parce que le tone of voice, tu en avais déjà aussi un petit peu parlé, mais moi je trouve ça toujours intéressant et c'est ce qui est un peu fascinant dans nos métiers, c'est d'arriver à comprendre les différences entre deux marques par rapport à la manière dont elles s'expriment. Parce que clairement, quand on doit commencer à créer du contenu, on doit un peu se mettre dans les chaussures de la marque et arriver à parler comme elle a envie de parler. Donc, mettre parfois en pause notre style à nous pour vraiment s'adapter au tone of voice que la marque veut employer.
Alors, juste pour reposer les bases, au cas où, puisque j'ai dit qu'il fallait pas être jargonnant plus tôt, c'est quoi le tone of voice? Ben, ça va vraiment être la manière dont on s'adresse au lecteur et il va vraiment avoir toute son importance. Le tone of voice, c'est aussi ça qui va favoriser la reconnaissance parce que il est cohérent, on va l'utiliser partout, de manière plus ou moins forte à différents endroits, mais en tout cas, ça va clairement favoriser cette reconnaissance de la marque. Ça va aussi refléter clairement sa personnalité et ses valeurs. Et du coup, ça va nous servir de base à la réaction, à la création, pardon, d'une charte éditoriale, ce qu'on appelle aussi un guide de style. Donc, on va vraiment donner des consignes très claires sur la manière dont on veut s'adresser au public. Il y a différents curseurs qu'on peut utiliser. Ben, le formalisme du ton, l'humour ou non, justement la personnalité de la marque, si on veut le degré d'autorité, d'engagement, d'émotion. Voilà, si on reprend par exemple des exemples de marques, ici il y avait justement ce Viking Mobile qui a une identité déjà très forte et une manière de s'adresser aux personnes qui est assez spécifique. Il termine par qu'attendez-vous encore, qui a quelque chose d'un peu presque agressif finalement. On a Deleuze qui est dans quelque chose d'un petit peu plus léger, mais qui veut aussi se positionner comme du contenu conseil. Le monde appartient au lève-tôt, pour partir du bon pied, rien de tel qu'un bon petit déjeuner. Et puis évidemment, on a par exemple Belfius dans le secteur bancaire, qui est dans un tout autre style de contenu. La prochaine réforme fiscale discute l'éventualité de supprimer les réductions d'impôts liées aux assurances épargne à long terme souscrites à partir du 1er janvier 2024. Vous le sentez d'emblée en lisant ces trois contenus, on sent qu'il y a un tone of voice très différent. Maintenant, comment le qualifier, comment comprendre quel est ce tone of voice, c'est là aussi où ChatGPT peut nous aider, parce qu'en qualifiant le tone of voice, il peut nous aider à rédiger mieux. Je me demande juste ce petit exemple et puis je te laisse, Jérémy. Là, par exemple, je lui ai montré cet article-là à ChatGPT. C'est un article, vous voyez, il y a des emojis, il y a une manière de parler aussi spécifique, par exemple, voilà, est-ce que ça vous donne aussi envie de chanter sous la douche, etc. Et je lui ai demandé voilà, tu es responsable marketing, tu dois rédiger la charte éditoriale de la marque Formis en l'occurrence, qualifie le tone of voice de la marque sur la base de cet article. Et clairement, il a sorti quelque chose de vraiment intéressant par rapport au tone of voice de la marque, qui juge positif, gourmand, naturel, convivial, avec une attention particulière aux détails pratiques, s'y colle de manière assez juste finalement au tone of voice clairement qui est formalisé et qui est souhaité. Et de là, il peut même, je lui ai demandé du coup de me décrire la personnalité de la marque. Et il me dit, la marque, elle est joyeuse et enjouée, elle est accessible et amicale, elle est naturelle et attentionnée, elle est pratique et soucieuse du confort, elle est engagée et à l'écoute. Et clairement, c'est tout à fait ça. Et donc, sachant ça, ça peut me permettre d'analyser des contenus préalables pour moi comprendre si la personne avec qui je travaille ne sait pas toujours me formaliser, par exemple, pour bien comprendre quelles sont les attentes, quel est le tone of voice, quelle est la personnalité de la marque, et puis appliquer ça au contenu que je vais produire par la suite. Donc finalement, ça me permet même moi de travailler peut-être avec plus d'éléments pour bien coller aux attentes ici. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Ça me donne envie de rebondir sur plein de trucs. J'ai noté les questions qui sont apparues également dans le chat. Tu parlais en tout premier lieu d'un bon titre. Je vous partage juste peut-être un petit truc qui est destiné vraiment souvent aux marketeurs, mais aussi, pourquoi pas, aux entrepreneurs. Vous savez, quand vous faites des pages des pages de vente, des landing pages sur votre site, vous devez souvent décrire un petit peu les avantages de votre produit, de votre service. C'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. Et cette proposition de valeur, elle est très importante et c'est souvent un endroit où on va passer du temps. Parce que c'est pas si facile finalement de mesurer, de résumer, je dirais, les avantages d'un produit, d'un service en une seule phrase. En quoi votre produit est meilleur ou différent de la concurrence.
une façon, un petit raccourci que j'ai trouvé avec ChatGPT, c'est simplement lui dire, bah voilà, mon produit fait ça. Et donc, pour ce produit, génère plusieurs propositions de valeur sur base de différents frameworks ci-dessous, replace les termes entre parenthèses, et à chaque fois, ben, je lui liste toute une série de façons d'écrire une proposition de valeur. Sont habituellement des choses que moi je gardais quelque part dans des notes, qu'aujourd'hui je reprends et que je donne directement à ChatGPT pour générer plein de façons d'écrire en gros ce que fait le produit ici, mais de différentes façons, de différents frameworks. Donc ça c'est une façon, pourquoi pas, c'est un titre, hein, c'est pas évidemment c'est pas forcément un titre d'article de blog, mais ça reste le titre d'une page ici. Donc à chaque fois, comme Carole l'a dit tout à l'heure, bah, donner du contexte et puis pourquoi pas donner des exemples de ce qu'on attend de lui. Voilà, donc ça c'était notamment un exemple. Je fais une petite pause sur l'écran ici pour reprendre peut-être une des questions, celle de Thomas Dussard qui demandait est-ce que tu as utilisé, Carole, le ChatGPT pour t'aider à créer cette présentation ou pas? Je reconnais bien Thomas dans cette question. Non, non, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que j'aurais pu. Ok. J'aurais pu. Autre question, est-ce que les slides de cette présentation seront téléchargeables à la fin? Est-ce que tu les partages ou pas? Oui, hein, on peut faire Ok, ça. on les droppera dans la communauté. Et est-ce que tu as utilisé, ça c'est une question de Sébastien Lewy, est-ce que tu as utilisé la version 3.5 ou la version 4 de ChatGPT? Oui, j'ai pas utilisé en effet la version payante, donc ça c'est aussi important de le préciser. Parce que je pense, tu l'avais, je pense, expliqué aussi, il y a clairement des différences entre les deux, hein. Mais par exemple, dans la 4, il y a des extensions que je n'ai pas dans la 3. Et à mon avis, l'outil enfin, est déjà en train de progresser de version en version. Mais on voit quand même qu'avec la version gratuite actuelle, il y a quand même déjà moyen d'avoir, je pense, des résultats qui sont assez corrects. Absolument. Moi, je conseille toujours de commencer sur la 3, de bien maîtriser la 3.5, la version gratuite, avant de se jeter dans la 4. Parce que finalement, avec la 3.5, on l'a vu, hein, on peut générer des résultats hyper intéressants. Ça, c'est un petit sondage que j'avais posté récemment sur LinkedIn où je demandais, ben, tiens, utilisez-vous la version gratuite ou la version payante? 57% des gens ont répondu la version gratuite, 28% sont payantes et 15% n'utilisent pas encore ChatGPT. Et ça a été fait sur un peu plus de 300 votes. Ok. Donc, ça a l'air d'être assez représentatif. Je rebondis sur autre chose. Tu as parlé du tone of voice avec le fait que le tone of voice avait plusieurs traits, on va dire, plusieurs Oui. niveaux, informalité, humour, etc. Et effectivement, donc, ChatGPT est capable d'analyser en fait le tone of voice de différentes marques. On pense ici à Mobile Viking, Deleuze, Belfius, et il va noter ces différentes marques. On peut évidemment lui demander de mettre tout ça dans un tableau et après, pourquoi pas faire un graphique. Alors, attention, le modèle que moi j'ai utilisé ici, c'est ChatGPT 4. D'accord? J'ai utilisé le modèle par défaut, mais j'ai utilisé le 4. Autre chose que je pouvais peut-être partager ici, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Moi, en attendant, je partage et je rebondis sur la présentation de Carole. Alors, je vous partage autre chose ici, au niveau copywriting. Alors, ici, j'ai utilisé ChatGPT 4, donc la version payante, avec un plugin, parce qu'il faut savoir que à partir du moment où vous utilisez ChatGPT+, vous avez aussi accès à une librairie de plugins qui vont être une extension à ChatGPT. Et parmi ces plugins, vous allez avoir un plugin qui va notamment vous permettre de dire à ChatGPT de naviguer sur le web, de pouvoir aller visiter un site, pouvoir visiter une page web, un article ou ce que vous voulez. Ça, c'est quand même vachement bien. Ouais. Ça, c'est vachement bien parce que vous allez pouvoir lui dire, bah, écris un article sur base de cette page. Et donc, en fait, ici, ce que j'ai fait, c'est que Aujourd'hui, il ne le fait pas, quoi. Et si on lui donne rien, il dit, bah, je ne sais pas le lire, donc on est obligé de lui copier-coller du contenu, c'est moins pratique. Exactement. Et alors, ce que je lui ai donné à manger ici, c'est cette page-là.
c'est pas vraiment un article, même si ici ça pose une question. C'est vraiment une liste de caractéristiques, mais il n'y a pas vraiment d'article derrière. C'est vraiment une liste de caractéristiques. Mais par contre, derrière, je lui dis, écris un article sur base de ces caractéristiques et imite un tone of voice existant. Ici, le tone of voice que j'ai utilisé, c'est celui de Back Market. Ceux qui ont vu certaines vidéos savent que j'adore le Back Market parce que il va avoir un tone of voice hyper marqué, hyper léger, super sympa. Et donc, je lui dis, imite Back Market et écris un article. Alors, du coup, on se retrouve avec ce genre de proposition où le plugin va d'abord aller voir l'article, enfin, la page web que je lui ai donnée, et il va utiliser les bonnes pratiques pour imiter Back Market. Et du coup, on va se retrouver avec voilà, le Carport. Donc, le Carport, un bijou de praticité à la sauce wallonne. Mais par contre, il va faire des erreurs. Donc, par exemple, il va dire chez Back Market, alors qu'il ne s'agit pas de Back Market. Donc, il ne faut pas évidemment prendre le premier résultat qui vient derrière. Et moi, j'ai un regard de marketeur, mais derrière, Carole va avoir un regard de copywriter, de communicant, de création de contenu. Donc, on va avoir des lectures différentes et c'est important que la personne, évidemment, qui va lire et juger l'output ait évidemment voilà, une approche bien à elle et soit en mesure de pouvoir valider ou pas ce contenu. Ok, donc ça, c'est une chose. Il y a autre chose qu'on fait, nous, chez Marketing Maker, ce qui nous permet d'accélérer la création de contenu, c'est de recycler le contenu. Alors, je reprends par contre le bon prompt. Là. C'est de recycler le contenu. Donc, vous savez que je fais... Enfin, ceux qui ont vu les vidéos savent que je partage quelques petites vidéos tuto sur LinkedIn. Et ces vidéos tuto, il y a moyen de les recycler en un contenu différent. Et là, qu'est-ce que je dis je dis à ChatGPT 4, voilà, je souhaite réaliser un carrousel LinkedIn à partir des sous-titres de cette vidéo. Et là, je colle la transcription de la vidéo en question. Et derrière, eh bien, ChatGPT va me proposer de créer un carrousel LinkedIn à partir de la vidéo et il va dire, voilà, diapositive 1, introduction, voilà un titre, voilà un sous-titre, et ainsi de suite. Et ça va permettre de donner un premier brouillon. D'accord ? Par contre, je trouve que la première proposition n'était pas top. Je propose de retravailler l'accroche, je lui donne un feedback et il va améliorer ça. Malgré tout, après avoir réalisé ça, derrière, il va y avoir un travail non négligeable qui va être fait de la part de l'équipe, que ce soit de mon côté ou que ce soit de Julie, parce qu'il n'y a rien à faire. Le contenu brut est souvent très impressionnant, mais si vous voulez vous différencier parmi les gens qui utilisent déjà ChatGPT, il faut ajouter quelque chose en plus. Et ça, évidemment, ça n'apparaît pas par magie. Il faut se plonger dedans et il faut améliorer tout ça, ne serait-ce que par rapport aux illustrations aussi. Hein. Donc, il y a un travail de copie ici, mais les carousels sont aussi assez visuels. Donc, il faut jouer là-dessus. Et là-dessus, encore une fois, ChatGPT, on ne lui a pas non plus donné des informations par rapport à notre audience, etc., etc. Donc, voilà, c'est très impressionnant, c'est beaucoup de potentiel, mais attention, il y a encore, a priori, pas mal de travail qui doit être fait derrière. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'avais peut-être juste un dernier slide, si tu veux, parce que je vois que le temps passe, où j'essaie de récapituler avec mes mots et, je veux dire, ma connaissance qui est encore aujourd'hui, voilà, qui démarre de cet outil. Comment on pouvait essayer de qualifier un bon prompt, parce que je sais que c'est une question qu'on se pose souvent. Hop, je vais essayer de le remettre ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon slide. Yes, cool. Et là aussi, clairement, vos inputs sont intéressants pour encore compléter ça, mais j'ai l'impression que, comme je disais au début, on est vraiment obligé de bien le penser en amont. Un peu comme on disait pour le briefing du stagiaire, si on n'a pas préparé dans sa tête avant ce qu'on allait lui dire, ce sera pas bon. Je crois qu'un bon prompt doit aussi, tu viens de le montrer, donner du contexte.
et du coup contenir des détails et aussi parfois des exemples. Là, par exemple, tu as cité de marques, etc. Donc, il a du contexte, il a de quoi manger. Clairement, il faut aussi une consigne claire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lister, il doit rédiger, il doit reformuler, il doit améliorer. Donc ça, c'est aussi important. Essayer de préciser le résultat qu'on attend, le volume du texte, le style, le nombre de versions, etc. Mais avec des mots simples, accessibles. Et alors, je pense aussi que c'est un outil qui, fatalement, c'est du machine learning. Donc, on doit affiner, on doit corriger si on veut que l'outil apprenne. Donc, peut-être en effet, lui reformuler, reposer la question différemment, lui dire sans faire ça ou en faisant plutôt comme ça, pour que les réponses soient de plus en plus pertinentes au fil du temps. Je sais pas si toi, tu as d'autres éléments, Jérémy, à apporter à ça. C'est un bon résumé. J'aurais tendance à dire essayez énormément de choses, soyez hyper créatif. Essayez vraiment, et vous allez être surpris en général du résultat. Ouais. Je pense qu'il faut le. En fait, c'est chat GPT, quoi. C'est une conversation. Chat, c'est une conversation. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. C'est vraiment qu'il va apprendre à se nourrir par rapport à ce que vous lui dites. Mais attention, qu'à partir d'un certain moment, si la conversation est trop longue, il va oublier ce que vous avez dit au début. Il va retenir certains éléments, mais il va être de moins en moins précis par rapport à ce que vous avez dit tout au début. Alors là, donc, on aura différents types de longueur. Hein. C'est comme les humains, hein, en fait, hein, non? Oui, finalement, c'est comme un humain. Sur la version gratuite, vous allez avoir environ 3000 mots, mais bon, ça ne se calcule pas en mots, ça se calcule en tokens, mais on va dire à grosse louche 3000 mots. Et sur le 4, vous allez être à 25 000 mots, par exemple. Donc, mais voilà, donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et à chaque fois que vous allez créer une nouvelle conversation dans le chat, il ne va pas retenir, évidemment, ce que vous lui avez dit dans une autre conversation. Donc ça, il faut évidemment en tenir compte. En plus du fait que, évidemment, sa mémoire s'arrête à septembre 2021. D'accord ? Oui, c'est vrai. Il nous le dit souvent, ça d'ailleurs. Et alors j'ai rien à t'apprendre, évidemment, Carole, là-dessus, mais les copywriters, les communicants ont souvent leurs petits trucs pour construire leur contenu. Un des petits trucs qu'on utilise, ce sont des modèles comme le modèle AIDA, le modèle PAS et autres. Oui, en effet. Voilà, ces modèles-là, ChatGPT les connaît. Donc, par exemple, si vous cherchez à écrire du contenu pour accompagner le partage d'une publication, donc le partage d'un article sur les réseaux sociaux, évidemment, vous ne mettez pas juste le lien comme ça. En général, on adapte un petit copy autour de ça. Et là, vous pouvez lui dire, ben voilà, écris une publication sur base du modèle AIDA ou PAS et maximum 600 caractères. Donc là, il va vous faire des propositions. Vous pouvez aussi lui demander d'utiliser d'autres modèles. Il existe le modèle Pixar. Pixar a son propre modèle pour raconter les histoires. Pourquoi pas utiliser ça? Ça peut donner des inspirations aussi. Il y a un autre modèle qui est un modèle, on va dire, anglophone qui existe aussi. Ça va être plus pour Twitter. Et tout ça, ce sont des modèles, évidemment, il existe plein que pas mal de communicants connaissent, mais qui vont aussi aujourd'hui devoir être adaptés dans des prompts, différents prompts pour pouvoir améliorer les performances. Et alors, je me suis amusé, dernière petite chose peut-être, et n'hésitez pas si vous avez des questions, je prendrai celle de Fanny qui est super intéressante. C'est une figure de style. Donc, vous pouvez aussi jouer avec des figures de style. Moi, ça me rappelle un petit peu la 6e primaire. De comparaison. On parlait de métonymie, d'antithèse, hyperbole, litote, etc. Tu t'en rappelles encore de tout ça? Bon, je crois que j'ai oublié les 80%, mais je me suis rappelé de 2-3, et du coup, je me suis dit, mais tiens, il y en a beaucoup d'autres, en fait. Et à partir de là, c'est parti, quoi. En fait, ces différentes figures de style peuvent littéralement vous donner plein d'idées d'accroche hyper intéressantes. Attention, il ne faut pas en abuser, parce que s'il y a trop de figures de style, on va être un peu lourd. Mais ça peut être hyper intéressant pour générer des idées.
je prends la question de Fanny pour rester dans les temps. Donc, les algorithmes vont être entraînés à reconnaître les structures générées par l'intelligence artificielle, beaucoup plus logiques que les structures humaines, en tant que créateur de contenu, jusqu'à où aller pour ne pas être contre-productif. Alors, moi, je trouve que... Alors, je ne sais pas si tu veux réagir déjà, Carole, là-dessus. C'est une question que je me pose aussi parce que parfois un contenu trop parfait, enfin ou trop optimisé, il va peut-être manquer d'émotion. Or clairement l'émotion c'est aussi important dans la conversion, etc. Et donc c'est vrai que à trop vouloir faire quelque chose de picobello qui coche toutes les cases, on peut en oublier en effet une partie vraiment essentielle du contenu qui est clairement qu'on veut créer de l'engagement, qu'on veut créer de la conversation, toucher les autres. Et là, c'est vrai que ça peut un peu poser question. Yes. Mes 2 centimes là-dessus, c'est en fait, avec Google, ça a toujours été le chat et la souris, quoi. Mais il faut juste savoir où s'arrêtent les limites de Google, où elles sont finalement les limites. Et donc, quand vous connaissez les limites, ça va. Si vous ne les connaissez pas, évidemment, on joue un peu avec le feu. Je me rappelle, il y a 15 ans, si vous mettiez des mots-clés qui n'avaient rien à voir avec votre site, mais qui étaient hyper recherchés, vous allez quand même vous classer. Ça marche. On pouvait aussi écrire les mots-clés blanc sur blanc, donc blanc sur fond blanc, ils ne se voyaient pas. Et Google pensait que c'était un site par rapport à cette thématique-là. Enfin, donc, tout est une question de connaître les limites. Et aujourd'hui, il y a encore des limites, même si Google est hyper intelligent, il a du mal à voir le contenu qui est généré par GPT-4. GPT 3.5, là aussi du mal, c'est encore pire avec le 4. Ce qui est important, c'est que Google, dans ce cas-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va toujours se reposer sur le comportement humain. C'est-à-dire que si il voit que vos visiteurs vont sur votre site, font plus d'une page, s'engagent avec le site, restent longtemps sur le site, partagent votre site, eh bien, il va prendre tous ces indicateurs-là positifs et il va considérer que ça, c'est du contenu hyper intéressant, qu'il soit fait avec GPT-4 ou vous-même ou avec l'artisan qui fait le contenu à la machine à écrire. Peu importe, tant que le contenu génère de la valeur pour le visiteur, pour Google, ça reste le plus important. Et pour illustrer l'extrême absolu de ça, il y a un peu plus d'1 an, on a travaillé avec une startup basée aux États-Unis qui a créé un logiciel de création de contenu basé sur GPT-3. On a créé du contenu avec GPT-3 avant ChatGPT, donc ça date déjà d'il y a longtemps, de 3 ans. On a créé pendant 1 an du contenu avec une équipe de 20 copywriters, énormément de contenu pendant 1 an. On est passé de 0 à 1 million de visiteurs par mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google, aujourd'hui, si vous connaissez les limites, oui, vous pouvez utiliser les outils modernes. Il ne vous empêchera jamais d'utiliser les derniers outils pour créer du contenu. L'important, c'est toujours se poser, est-ce que je crée de la valeur pour l'utilisateur qui vient sur mon site? C'est ça. Voilà, c'est le jeu du chat et la souris. Et donc, voilà, il faut pouvoir jouer avec tout ça. Du coup, je relis la question. Et en tant que créateur de contenu, jusqu'où aller pour ne pas être contre-productif? Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors, il y a Michael Fofra qui pose la question suivante. Si on ajoute le plugin Link Reader, il va aussi se limiter à plus ou moins 25 000 mots sur la page web qu'on lui a fournie. Donc, c'est cette question. Par rapport à ChatGPT+, donc GPT-4, et le plugin Link Reader, le plugin Link Reader, il va vous permettre de visiter une page, donc de donner la possibilité à ChatGPT de visiter une page web. Quelle est la longueur limite de ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé l'information, parce que moi aussi je me posais la question. Je n'ai pas trouvé l'information dans la documentation d'OpenAI. Je n'ai pas trouvé la réponse en interrogeant Link Reader. Donc je ne sais pas.
vraiment, je ne sais pas si quelque part, il y a le plugin Linkreader utilise un autre modèle sur le côté qui permet de lire tout le contenu ou pas. J'ai tendance à penser que ça va être la même règle, donc plus ou moins limitée à 25 000 mots, mais je n'ai pas la certitude de ça. Je suppose que c'est des informations qui vont commencer à percoler dans les prochaines semaines. Ça peut aller vite hein, sur des pages. Si tu considères tous les mots, les articles liés, les boutons d'action, etc., ça peut grimper assez rapidement. Ça peut aller très très vite et là, c'est ce qui me permet d'embrayer sur le fait que ChatGPT va bientôt vous offrir un workspace, c'est-à-dire un espace utilisateur où vous allez pouvoir stocker toutes les informations que vous avez envie qu'il sache dès le départ. Donc, vous allez pouvoir l'entraîner sur votre propre documentation et là, il va pouvoir, a priori, avoir un plus grand espace de mémorisation. Donc, vous allez donner une mémoire à ChatGPT en lui disant, bah voilà, je veux que d'office, tu sois au courant de tous les articles que j'ai publiés dans le passé et essaye t'entraîner là-dessus, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui va sortir dans les prochains mois dans l'espace ChatGPT. Je vois qu'on est déjà 4 minutes en retard. Voilà, s'il y a encore une question, on la prend. Mais sinon, on va tout doucement clôturer ce live. Ok, merci, car sinon, lui, créer une mémoire via une page web externe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci pour vos questions, en tout cas, super pertinentes. Voilà, merci à toi, Carole, de nous avoir partagé tes bonnes pratiques, ton savoir, ton expérience. C'était super cool de t'avoir ici. Et merci à tous ceux qui ont assisté à ce live et merci pour vos questions aussi. On poursuit la conversation dans l'espace communautaire de Marketing Makers. On partagera le replay et les slides dans cet espace aussi. Voilà, je vous rappelle simplement que c'est un espace qui est gratuit où on favorise évidemment l'échange d'expériences, le networking autour du marketing et des nouvelles technologies. Et pour l'instant, on est énormément sur ChatGPT, vous l'avez compris. Encore beaucoup de choses à dire, évidemment. Et encore beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec... T'as vu la transition ici? Super, merci Carole. Mais écoute, je propose que tu sois modératrice à chaque fois. Comme ça aide à faire les transitions. Sylvain sera là pour nous parler d'automatisation, pour encore gagner en productivité avec ChatGPT. Je pense que ça va aller loin, celui-là, dans la technique, dans la technique, mais encore que ce sera du no-code. Hein. Donc, c'est un ingénieur en no-code, donc pas de développement, mais néanmoins une façon d'automatiser pas mal de tâches. Il y a déjà pas mal de personnes qui se sont montrées intéressées via l'event LinkedIn. Voilà, j'espère vous y voir. Ce sera le même format. Et donc, venez avec vos questions et votre savoir, vos expériences. Encore merci à toi, Carole. C'était vraiment trop cool de t'avoir. Et on peut te contacter où si on veut te contacter? hello@controlk.be. hello@controlk.be. Merci beaucoup, Carole. Merci tout le monde. Bon app et bon après-midi. Bye bye. Salut.